Et si notre réalité, tout ce qu'on connaît, n'était pas vraiment la réalité? C'est une question un peu folle, mais que des physiciens et des philosophes prennent très très au sérieux. Aujourd'hui, on va décoder ensemble les arguments scientifiques qui se cachent derrière cette fameuse hypothèse de la simulation. Alors la question est posée, cache, est-ce qu'on vit dans une simulation informatique? Et attention, ce n'est pas juste de la science-fiction, c'est le point de départ de notre enquête. Et on va le voir, ça repose sur des arguments, étonnamment solides. On commence tout de suite avec la première étape de l'enquête, le cas statistique. C'est l'argument qui, par la simple force des probabilités, transforme cette idée complètement dingue en quelque chose de mathématiquement plausible. Accrochez-vous. L'hypothèse de la simulation, c'est quoi, au juste? C'est simple. C'est l'idée que tout ce qu'on perçoit, l'univers entier, nos vies, tout ça, ne serait en fait qu'une simulation artificielle, un programme informatique hyper avancé, créé par une civilisation, disons, plus vieille et plus maligne que la nôtre. Et cette idée, elle n'est pas juste sortie d'un livre de SF. Des gens comme Elon Musk la prennent tellement au sérieux qu'il a même balancé ce chiffre fou. La probabilité qu'on ne soit pas dans une simulation serait d'1 sur 1 milliard. Son raisonnement est assez simple en fait. Il suffit de voir à quelle vitesse nos jeux vidéo sont passés de Pong à des mondes virtuels quasi réels. Si on continue sur cette lancée, ça paraît presque inévitable qu'un jour, une civilisation puisse créer des simulations impossibles à distinguer de la réalité. Bon, rentrons dans le dur. Tout cet argument repose sur une seule hypothèse fondamentale, ce qu'on appelle l'indépendance du substrat. En gros, ça veut dire que la conscience, notre esprit, n'est pas forcément lié à un cerveau biologique fait de chair et de sang. Ce serait plutôt comme un logiciel qui pourrait tourner sur n'importe quel ordinateur assez puissant. C'est un philosophe, Nick Bostrom, qui a mis tout ça en forme en 2003 avec un argument logique super puissant, son fameux trilemme. Il dit qu'il n'y a pas le choix, l'une de ces 3 affirmations est forcément vraie. Soit c'est l'extinction, soit c'est l'abstinence, soit c'est la simulation. Et ce qui est génial avec ce trilemme, c'est sa logique implacable. Option 1. La quasi-totalité des civilisations s'éteignent avant d'avoir la technologie pour créer des simulations parfaites. Option 2, elles y arrivent, mais pour des raisons morales ou autres, elles décident de ne pas le faire. Ou alors, option 3, elles en créent, et probablement des milliards. Et dans ce cas, nous sommes presque à coup sûr dans l'une d'elles. Voilà le point crucial, le ratio. Si on met de côté l'extinction et l'abstinence, il suffit qu'une seule civilisation avancée se mette à lancer des tas de simulations de ses ancêtres. À ce moment-là, le nombre d'êtres simulés devient astronomiquement plus grand que le nombre d'êtres réels, originaux. Du coup, statistiquement, il est beaucoup plus probable d'être l'un de ces êtres simulés. D'accord, mais si on est dans un programme, il devrait y avoir des bugs, des glitches dans la matrice, non? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie, la recherche de preuves, de fissures dans le code de notre univers. Le premier indice potentiel, il nous vient de la physique quantique, et il est vraiment troublant. Une particule, tant qu'on ne la regarde pas, se comporte comme un nuage de possibilités. Mais dès qu'on la mesure, hop, elle se fiche dans un état précis. L'analogie est folle. C'est exactement comme un jeu vidéo qui n'affiche les graphismes en haute résolution que là où le joueur regarde, juste pour économiser les ressources du processeur. Notre réalité ferait-elle la même chose? Une autre piste, c'est l'ajustement fin de l'univers. Les grandes constantes de la physique, la masse de l'électron, la force de gravité, etc., sont réglées avec une précision hallucinante. Si elles étaient juste un tout petit peu différentes, la vie n'existerait pas. Pour les défenseurs de la simulation, ça ressemble moins à un coup de chance cosmique qu'à des paramètres qui ont été soigneusement programmés par le créateur de la simulation. Cette idée nous amène à un concept encore plus étrange, un univers pixelisé. Pensez-y, si la réalité est le résultat d'un calcul, alors elle ne peut pas être infiniment détaillée. Elle doit avoir une résolution minimale, comme un écran. Certains physiciens pensent que cette résolution fondamentale pourrait être la longueur de Planck, la plus petite distance possible. Ce serait la taille du pixel de notre univers. Mais attention, il y a un mais, gros comme une galaxie, un obstacle immense qui ressemble à un alibi en béton pour la réalité. On attaque maintenant la 3e partie de l'enquête, le mur qui rend cette idée de simulation presque impossible. Et cet alibi, c'est le coût de calcul. C'est l'argument massu. Pour simuler avec une précision parfaite l'état quantique de seulement quelques centaines de particules, il faudrait un ordinateur qui nécessiterait plus d'atomes qu'il n'y en a dans tout l'univers observable. C'est un chiffre qui dépasse l'entendement. Ça semblait tout simplement rendre la simulation de notre réalité physiquement impossible. Et évidemment, pour contourner ce problème, un simulateur intelligent utiliserait des raccourcis, des optimisations. La simulation ne serait pas parfaite, mais une version un peu plus grossière qui calcule uniquement ce qui est nécessaire.
Le truc, c'est qu'une telle simplification devrait laisser des traces, des artefacts visibles, comme une sorte de grille sous-jacente qui structure l'espace-temps. Et c'est là que le physicien Sean Carroll apporte une critique super pertinente. Il dit en gros que les lois de la physique qu'on observe sont inutilement complexes. Elles ont plein de subtilités cachées qui ne semblent servir à rien. Or, dans un programme bien écrit et optimisé, on ne laisse pas traîner du code superflu. Ça n'aurait aucun sens. Notre univers serait-il mal programmé ? Et le fait est là. Le problème, c'est que pour l'instant, des preuves de ces artefacts, on n'en a jamais trouvé. 0. Les scientifiques ont cherché des violations de principes fondamentaux, comme la symétrie de Lorentz, qui dit en gros que les lois de la physique sont les mêmes pour tout le monde, peu importe notre vitesse. Une grille dans l'espace-temps violerait ce principe, mais toutes les expériences sont venues bredouilles. Bon, alors, où est-ce qu'on en est ? C'est quoi le verdict ? Dans cette dernière section, on va voir comment cette quête se poursuit et surtout ce que cette idée révèle sur nos questions les plus profondes. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette hypothèse n'est pas si nouvelle que ça. C'est juste la version 2.0 d'une question philosophique qui hante l'humanité depuis toujours. De l'allégorie de la caverne de Platon, au démon trompeur de Descartes, jusqu'à l'expérience du cerveau dans une cuve, la technologie change, mais la question de fond reste la même. Mais la recherche, elle, n'est pas que philosophique. Elle est aussi très concrète. Des expériences sont proposées pour tester l'hypothèse. On cherche cette fameuse grille dans les rayons cosmiques qui nous viennent de l'espace. On surveille les constantes physiques pour voir si elles ne changeraient pas un tout petit peu. Et l'idée la plus folle, utiliser nos futurs ordinateurs quantiques pour stresser la simulation, la pousser dans ses limites, pour voir si peut-être on pourrait la faire planter. Mais on se heurte à un mur, un défi ultime. Et si l'hypothèse était tout simplement un falsifiable ? Une simulation vraiment parfaite, créée par des programmeurs de génie, ne laisserait aucun bug, aucune trace, aucune fissure. Dans ce cas, l'absence de preuves ne prouverait absolument rien. C'est le piège parfait. Au final, qu'on soit dans une simulation ou pas, toute cette enquête nous ramène à une question encore plus fondamentale, et peut-être bien plus importante. Au-delà de la nature de la réalité, la vraie question, c'est qu'est-ce que la conscience elle-même ? Et ça, c'est peut-être le plus grand mystère de tous.